Quelle est votre vision pour l'avenir de notre système de santé ? Il faut soigner le système de santé français, qui est profondément malade. Au nom de la bonne gestion comptable, on a créé la pénurie de soins. Au moment où il y a des innovations scientifiques extraordinaires pour améliorer la santé, eh bien, la France soigne moins bien qu'auparavant. Cela veut dire remettre le système de santé sur pied, c'est-à-dire accroître l'offre de soins, mieux la répartir et veiller à ce que la sécurité sociale permette le remboursement. Car depuis des années, tous les gouvernements ont essayé de rationner la dépense, ils n'y sont pas arrivés, bien évidemment, et en vérité, avec le vieillissement de la population, le changement de la population, eh bien, la part de la sécurité sociale s'est réduite au profit d'un maquis d'assurance et de mutuelles. Donc moi, je veux revenir sur les bases. Bien soigner les Français, savoir qu'il faut dépenser l'argent qu'il faut pour cela, et veiller à ce que cela soit un système juste. C'est la même que pour, au fond, la société française et le projet que je porte. Je veux plus de liberté et plus de responsabilité. On a un système de santé qui est remarquable, qui est un des meilleurs au monde, mais il craque sous le poids des réglementations, sous le poids des normes, sous le poids des contrôles et de la bureaucratie. Donc, je veux que le médecin libéral, et en particulier le médecin généraliste, redevienne le cœur du système et le pivot du parcours de soins. 2, je veux plus d'équilibre entre le secteur privé et le secteur public, entre les hôpitaux et l'offre de soins privée. 3, je veux des hôpitaux autonomes et je veux que nous trouvions ensemble le moyen de porter, grâce à un contrat de responsabilité, notre système de santé vers l'excellence, la recherche, la meilleure qualité de soins. D'abord, je pense qu'il faut parler de bonne santé en France. Quand on parle de santé, on associe souvent ce débat-là à un débat sur la maladie. La santé, c'est d'abord, aujourd'hui, être en bonne santé, donc éviter de tomber malade. C'est pourquoi je pense que la priorité consiste à prendre le tournant des maladies chroniques, à concevoir aujourd'hui notre système de santé de façon à ce qu'il puisse réduire les risques, à ce qu'il puisse mieux prévenir les comportements à risque, ceux de chaque individu dans son alimentation, par exemple, qui mange trop salé, trop sucré, trop gras, mais aussi la façon dont, par une politique énergique de protection de l'environnement, on évite les pollutions atmosphériques, on évite la diffusion des perturbateurs endocriniens qui expliquent l'essor des maladies chroniques. La deuxième chose, c'est l'accès aux soins, le même pour tous. D'abord, c'est un droit constitutionnel, le fait de pouvoir être en bonne santé et d'être bien soigné, ce qui suppose demain de penser l'organisation de notre système de soins, l'organisation de notre système hospitalier. Et un mot sur l'organisation de notre système hospitalier, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la question des déserts médicaux, mais sur le système hospitalier, je veux revenir sur le financement exclusif par la T2A et la tarification à l'acte. Elle ne me paraît pas correspondre aujourd'hui au bon fonctionnement de l'hôpital. D'abord, un constat, notre système de santé incontestablement est en danger. On a été confronté à toute une série de mesurettes des différents gouvernements qui en réalité n'ont pas permis de faire face aux défis de notre système de santé ou alors à des prises de décision qui ont aggravé, alourdi la difficulté notamment des professionnels de santé. Nous avons deux défis majeurs, c'est le vieillissement de la population et l'explosion des pathologies chroniques. Moi, je suis toujours frappé de voir qu'il n'y a pas de démocratie sanitaire, si je puis m'exprimer ainsi, à savoir que les politiques publiques ne sont pas mises en œuvre, réfléchies, en mettant autour de la table, en même temps, les patients et les professionnels de santé, ce qui est quand même la condition pour éviter de commettre des erreurs qui aggravent la situation de fragilité de notre système de santé. Moi, je crois beaucoup à la modernisation, en s'appuyant sur l'innovation, une modernisation qui permet d'améliorer la prise en charge des patients, mais aussi de faciliter le travail des professionnels. Mais pour ça, il faut revaloriser la recherche scientifique et médicale et notamment revaloriser le budget public de la recherche que je veux monter, que je veux revaloriser de 30%. Enfin, je crois que l'avenir est aussi à la prévention et il est vrai que ce soit l'affadissement, l'affaiblissement de la médecine du travail ou sa quasi-disparition, il faut bien le dire, de la médecine scolaire, eh bien, il faut remettre après tout
en fonctionnement ce qui marche et ce qui permet d'éviter de voir se développer des pathologies plus lourdes, plus graves et donc par définition plus coûteuses. Nous avons en France un très bon système de soins, mais un système de santé qui laisse à désirer. Pourquoi? Parce que nous sommes moins bons que beaucoup d'autres sur le sujet de la prévention, entre autres. Nous avons plusieurs défis aujourd'hui. Le défi du vieillissement démographique, des maladies chroniques, le défi technologique qui est en train de transformer à la fois la manière d'être médecin, de soigner, et puis la vie du patient, avec de nombreuses innovations. Le défi environnemental également, qui est aujourd'hui une vraie transformation, la pollution de l'air, notre alimentation au quotidien. Le défi démocratique, parce qu'il y a une volonté accrue eh bien, de connaître, de savoir, d'avoir l'information. Et puis un défi économique, parce que notre santé, c'est également de la dépense publique, c'est également une économie avec des industries. Pour répondre à tous ces défis, moi je vois l'avenir du système français et de notre système de santé autour de plusieurs axes. D'abord, renforcer la prévention. C'est pour moi l'un des fils rouges de la politique que je souhaite que nous conduisions, à la fois dans la valorisation de certains actes médicaux, dans la réorganisation de notre système de soins, dans la plus grande sensibilisation que nous devons faire au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prévu, entre autres, d'avoir ce trimestre de prévention qui soit fait par nos étudiants dans les professions de santé. Ensuite, c'est la lutte contre les inégalités de santé, qu'elles soient territoriales ou qu'elles soient sociales. L'accès aux soins de tous et partout est une nécessité. Et enfin, c'est la réforme du système de santé dans sa globalité pour permettre à la fois de faciliter l'accès aux soins, de libérer, de simplifier la vie des professionnels médicaux et de faciliter aussi la diffusion de l'innovation dans notre société. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour redonner du temps médical à tous les médecins ? Bon, un médecin, il est là pour soigner, il n'est pas là pour remplir des papiers. Donc la première condition, c'est de réduire le nombre d'obligations administratives qui pèsent sur les médecins. Et c'est d'ailleurs une question qui vaut pour l'ensemble de la société française. Tout le monde croule sous la bureaucratie aujourd'hui. On a inventé en permanence des systèmes de contrôle redondants qui doivent disparaître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'emplois publics en matière de contrôle et de création de normes. Quand je dis que je veux diminuer le nombre des emplois publics, tout le monde pense qu'il s'agit des infirmières et des policiers, mais il n'y a pas que des infirmières et des policiers. Dans les presque 6 millions d'emplois publics, il y a beaucoup de personnes qui contrôlent, qui mettent en place des normes. Je veux revoir les agences régionales de santé. Je veux transformer l'organisation de notre système de santé à travers le numérique et le digital, qui doivent permettre d'éviter beaucoup de tâches administratives. Je veux réduire les demandes de renseignements fiscaux sur la comptabilité des médecins libéraux, qui sont totalement redondants par rapport aux autres dispositifs d'information. Enfin, je veux développer les maisons de santé qui permettent une mutualisation de la prise en charge des tâches administratives. Oui, incontestablement aujourd'hui, le temps mangé finalement par les tâches administratives est un temps que l'on ne consacre pas à sa patientèle et aux personnes malades. Et moi, je veux tenir compte de cela pour libérer une partie de ce temps, faciliter d'ailleurs les emplois administratifs qui viennent accompagner les médecins, faciliter la mutualisation de ces moyens-là, et notamment à travers les maisons pluridisciplinaires de santé, qu'ils doivent être largement développées. Moi, j'ai pris des engagements pour qu'il y ait 1500 maisons de santé pluridisciplinaires qui soient créées partout sur le territoire et qui permettent justement de répondre à la fois aux besoins des populations, mais à la nécessité et aux besoins des médecins eux-mêmes de mutualiser un certain nombre de fonctions support dont ils ont besoin pour se consacrer 100% à leurs patients. Mais plus généralement, je crois que l'attractivité du métier de médecin, elle dépend aussi de la façon dont on permet aux médecins, quand ils s'installent, de pouvoir bénéficier d'un écosystème favorable, d'un bon alignement des planètes. Et ça peut consister tout simplement à leur faciliter l'installation, mais aussi à faciliter l'emploi du conjoint, les modes de garde pour les enfants. Moi, je veux m'intéresser à cela, et une mission nationale pour l'accès aux soins sera créée qui recensera les besoins des territoires et construira les réponses avec les médecins pour favoriser justement une intégration la plus harmonieuse possible des nouveaux médecins sur les territoires.
C'est sûr que ce temps médical s'est considérablement réduit puisque les tâches administratives représentent aujourd'hui, et c'est tout à fait considérable, un quart du temps que consacrent les médecins à leur activité. Il faut à tout prix dégager ce temps pour les médecins pour leur permettre de faire le travail pour lequel ils sont formés et somme toute qu'on attend d'eux. Alors ça va passer par un certain nombre de choix. D'abord, supprimer le caractère obligatoire du tiers payant généralisé. Clairement, je crois que ceci a été un élément de perturbation, de chaos dans toute une série de cabinets. Deuxièmement, permettre aux cabinets d'embaucher du personnel médico-administratif, et notamment par l'intermédiaire d'incitations fiscales. Ce sera toujours moins coûteux que de voir des médecins passer un quart de leur temps à remplir des papiers, et puis permettre aux médecins, là encore, ceci est parfaitement, on peut parfaitement l'organiser, de s'équiper de matériel informatique et d'outils informatiques qui soient performants, d'outils numériques qui soient performants. Mais là encore, c'est un choix. Il faut savoir en politique ce que l'on veut obtenir. Et moi, je suis frappée de voir qu'aujourd'hui, le nombre de médecins augmente qui... somme toute, travailleraient bien encore quelques années et qui, à raison de l'aggravation de ce poids bureaucratique sur l'exercice de leur profession, renoncent à cela et disent que tant pis, ils partiront plus rapidement. On a vraiment contribué là, très clairement, de la part de l'État, à déséquilibrer encore un peu plus le système de santé. Il y a en effet, sur ce sujet, une nécessité de mieux répartir les temps, à la fois donc le temps médical, mais aussi le sujet des compétences. Et donc, les médecins le disent à ce sujet, leur temps, et je sais que c'est l'une des préoccupations liées aussi au tiers payant, leur temps est beaucoup trop aujourd'hui dédié à des tâches administratives qui ne sont pas dûment rémunérées. Alors, pour ce faire, on ne réglera pas le sujet de manière, je dirais, simpliste, ou à quelques-uns autour d'une table. Moi, je souhaite à ce titre que l'ordre puisse y avoir toute sa place et qu'il y ait une vraie concertation avec l'ensemble des professionnels de santé. Je souhaite que d'abord, on puisse rémunérer certaines tâches administratives qui font partie de ce qu'est l'accompagnement du patient, de ce qu'est aussi la vie du médecin. Je souhaite également qu'on facilite la vie des professionnels de santé en la matière en dégageant leur temps pour ce faire. C'est l'objectif à la fois des maisons pluridisciplinaires de santé, d'une meilleure organisation de l'hôpital, qui est de décharger les médecins de ces tâches indues. Ensuite, il y a également mettre les médecins sur les compétences qui sont les leurs. C'est pour ça que je crois que le parcours de soins, l'optimisation du parcours de soins, que ce soit dans la médecine libérale ou à l'hôpital, est absolument décisif. On peut faire des économies et on peut concentrer les médecins sur les tâches pour lesquelles ils sont faits, qui sont les tâches à plus grande valeur ajoutée, si on organise mieux ce parcours de soins et qu'on délègue certaines tâches médicales à d'autres professionnels, en particulier des professionnels de santé qui ne sont pas forcément médecins. Enfin, le numérique est pour moi également un axe d'une plus grande efficacité parce qu'il va permettre de libérer, là aussi, du temps médical. Il va libérer du temps utile de médecins en déléguant certaines tâches au numérique et en facilitant la vie. Je souhaite pour tous ces sujets qu'il y ait une vraie concertation avec l'ensemble des professionnels pour que nous puissions, profession par profession, améliorer les choses. D'abord, il faut débureaucratiser le système. Il faut oser le dire. C'est pourquoi je suis totalement hostile au système du tiers payant. Il ne faut pas transformer le médecin en un bureaucrate. C'est très important. Il faut ensuite permettre des délégations de compétences au profit des médecins. Les médecins ont besoin de se faire aider. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de maisons de santé qui fonctionnent intelligemment. Et il faut faire d'ailleurs la même chose à l'hôpital, où à force de rogner sur toutes les dépenses, on arrive à dépenser mal et à ne pas soigner correctement. Il y a un gâchis incroyable des compétences, parce qu'on n'a pas réfléchi à la meilleure organisation des tâches dans toute la chaîne de soins. Et ce n'est pas simplement le médecin, ça va de l'aide-soignante à l'infirmière, au médecin. Il faut réorganiser la chaîne. Et puis il faut aussi, ne l'oublions jamais, assurer la sécurité de nos médecins. Cela participe d'une volonté essentielle. Quelles propositions formulez-vous pour rendre le métier de médecin attractif, valoriser la profession et garantir leurs compétences tout au long de la vie ?
Je viens partiellement d'y répondre. Il me semble aujourd'hui qu'on doit arrêter de stigmatiser les médecins quand ça nous arrange. Je fais simple. Moi, j'ai beaucoup réfléchi au moment où je me suis intéressé à la question des déserts médicaux, s'il fallait prendre des mesures coercitives ou pas. En gros, obliger un jeune médecin, au terme de ses études, à s'installer dans les territoires où on a le plus besoin. Je crois finalement que ça n'est pas la bonne solution. Alors, il y a quelques engagements que je veux prendre avec eux. Pour rendre ce métier attractif, il faut s'engager à un dialogue permanent entre les professionnels de santé et le gouvernement sur les politiques de santé et tout ce qui concerne le quotidien des médecins. 2, il faut, pour ce qui relève du tiers payant généralisé, qui est plébiscité par les patients, moins par les médecins, je le sais, mais faire en sorte que aujourd'hui, entre ce qui relève du régime obligatoire et du régime complémentaire, la tâche leur soit considérablement facilitée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'ils soient bien payés en temps et en heure. 3, je veux leur dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent aussi se consacrer, ce qu'ils font déjà, à la prévention des maladies chroniques, et pour cela qu'ils puissent être rémunérés correctement. Donc il y aura du paiement à l'acte, mais je souhaite aussi qu'on développe un paiement forfaitaire qui correspond aujourd'hui à la nécessité de faire face à l'évolution et à la montée en puissance des maladies chroniques, qui suppose de faire monter en puissance les tâches des médecins en matière de prévention. Donc voilà des domaines dans lesquels je veux agir très vite pour pouvoir faciliter le travail des médecins. D'abord, il y a quand même une appétence pour la profession de médecin encore. Je veux dire, il y a 60 000 candidats par an qui souhaitent devenir médecin. Bon, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'il faut valoriser à tout prix l'exercice de la profession et la rendre plus attractive. Bon, je crois qu'il y a déjà une chose, c'est évidemment réfléchir au tarif de la consultation. Parce que c'est ça une des grandes réclamations des médecins. Ce tarif de la consultation, il ne suit pas l'évolution du coût de la vie, et c'est tout à fait anormal de faire peser ainsi le poids, en quelque sorte, de cette forme de gel sur les médecins. Ça, bien sûr, ça n'est pas très attractif quand on sait que, notamment dans les déserts médicaux, évidemment, ça nécessite un investissement considérable de la part des médecins. Il y a assez peu, il faut bien dire, d'horaires qui sont très déterminés, donc la contrepartie, ça doit être quand même qu'ils en vivent correctement. Deuxièmement, il y a un problème de sécurité. Il y a de plus en plus de médecins qui sont confrontés à des actes d'agression et qui rend évidemment la profession beaucoup moins attractive. Et puis, il faut aussi, je crois, mieux développer le développement professionnel continu, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie pour que cette formation soit optimale. Mais là encore, 60 000 candidats, quand on sait en plus que ceux qui auront leur examen, il y en aura 25% qui n'exerceront pas, il y a vraiment un effort à faire dans ce domaine. Sur ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes professionnels souhaitent exercer différemment la médecine. Je ne crois pas qu'on réussira à rendre plus attractif telle ou telle profession ou telle région en contraignant les jeunes médecins à venir s'installer sur un territoire ou à venir dans telle ou telle spécialité. Je crois par contre qu'on a besoin d'avoir une revalorisation des actes médicaux qui soit aujourd'hui plus complète. C'est pour cela qu'en matière de tarification, je souhaite profondément revoir la philosophie aujourd'hui retenue, à la fois pour les médecins libéraux comme pour l'hôpital. Je souhaite qu'on sorte de la tarification à l'activité. Elle ne doit représenter que 50% au maximum de la tarification de l'hôpital. Et je souhaite qu'on prenne davantage en compte justement les actes de prévention, la réalité du quotidien de ce qu'est le travail de nos professionnels de santé, des médecins libéraux, plutôt qu'une tarification à l'acte qui aujourd'hui n'est pas juste compte tenu de ce qu'on attend d'eux et de ce qu'ils font, et qui bien souvent a conduit à paupériser de manière relative certaines spécialités, et on le sait aussi, la médecine générale. Et donc, je souhaite qu'on revoie en profondeur la logique justement de rémunération de nos professionnels de santé pour permettre une plus grande attractivité. Ensuite, je pense que si on accroît la pluridisciplinarité, les équipements, la capacité à travailler entre le public et le privé, de manière beaucoup plus fluide, si on permet aux professionnels d'opérer dans un cadre justement où on est avec d'autres professionnels de santé, où on mutualise les moyens, on incitera bien davantage les uns et les autres à exercer dans le cadre qui correspond aujourd'hui aux volontés des jeunes médecins, entre autres. Alors il y a plusieurs mesures
j'ai la volonté d'augmenter le prix de la consultation, le tarif de la consultation à 35 €. Cela représente une somme importante, oui, 2,5 milliards, mais c'est la seule solution. Si l'on veut que les médecins puissent passer plus de temps avec les malades, si on veut éviter les dépassements d'honoraires, si on veut motiver la médecine de ville ou la médecine libérale. On ne comprend pas, souvent, que l'engorgement de l'hôpital est lié à la destruction de la médecine de proximité. Et cette médecine de proximité, elle est fondamentale. Et si on ne paye pas la consultation au tarif nécessaire, on n'y arrivera pas. Je souhaite aussi augmenter le numerus clausus à 10 000. Pourquoi 10 000 ? Parce qu'il n'y a que des technocrates et des hommes politiques complètement fous qui ont cru qu'en réduisant le nombre de médecins, on allait réduire le nombre de malades. Dans une société qui vieillit, avec les progrès technologiques qu'il y a une aspiration à la bonne santé, à l'épanouissement. Et je trouve absolument tragique de forcer les jeunes Français à aller faire des études en Roumanie ou à faire venir 25% de médecins étrangers chaque année. Il faut donc renforcer le numerus clausus. Je voudrais aussi qu'on améliore la couverture santé, pour le coup, la couverture sociale des praticiens, qu'on améliore le mode de fonctionnement des maisons de santé, qu'on veille à une meilleure répartition de ces maisons de santé sur le territoire pour éviter cette espèce de concurrence des collectivités qui n'est pas saine. En un mot, il faut absolument avoir une palette, une diversité de soins de proximité. C'est la seule condition pour que l'hôpital retrouve son rôle, qui est complémentaire et non pas exclusif. Mais pour cela, il faudrait surtout changer le mode de fonctionnement du ministère de la Santé et arrêter les politiques qui ont été menées depuis 20 ans. D'abord, il faut dire les choses clairement. Les médecins doivent être justement rémunérés. Les études de médecine sont très longues, les responsabilités sont très lourdes, c'est la responsabilité de la vie. Il faut que la rémunération soit à la hauteur. Or, pour des raisons qui tiennent à la gestion trop centralisée, trop étatisée de notre système, on a comprimé les rémunérations des médecins pour essayer de réduire la dépense médicale. Ça ne peut plus durer. Ça veut dire qu'il faut que l'acte soit revalorisé de façon régulière, mais ça veut dire aussi que les médecins doivent être rémunérés pour toutes les tâches qu'ils accomplissent au-delà des actes médicaux, en matière de parcours de soins, en matière de santé publique. Je veux que le médecin soit au cœur du dispositif et donc le travail qu'il accomplit pour réguler le système de santé doit être rémunéré. La formation doit rester du meilleur niveau, c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas la disparition du numerus clausus, je souhaite qu'on l'adapte pour être parfaitement en phase avec les besoins du pays, qu'on le régionalise, mais certainement pas qu'on le supprime parce que c'est un gage de qualité. Enfin, à l'hôpital, je veux qu'on revalorise les carrières et ça me conduit d'ailleurs à défendre un autre point très important de mon projet. Je veux augmenter le temps de travail globalement dans la fonction publique. Et je pense que tous les fonctionnaires ont intérêt à cette augmentation du temps de travail parce que la technique qui consiste à recruter en permanence et alors que nous ne pouvons pas assumer les charges financières, aboutit à un gel des salaires. Et on ne peut pas continuer à geler les salaires de personnels qui ont autant de dévouement, autant de responsabilités, autant de compétences. Que comptez-vous faire pour remédier à la problématique des déserts médicaux ? Bon, d'abord, pardon, mais augmenter le numerus clausus, ça aurait dû être fait il y a déjà une quinzaine d'années. Ça fait 15 ans qu'on s'aperçoit qu'on a un problème de nombre de médecins. Je disais tout à l'heure qu'il y a 25% des médecins qui ont leur diplôme et qui n'exerceront pas. Et en réalité, on continue à enserrer ce numerus clausus et à aller chercher des médecins à l'étranger dont on espère qu'on va les payer moins cher. Ça, c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut immédiatement arrêter. Moi, je suis pour qu'on mette en place un stage d'internat de 6 mois. En demandant, bien entendu, à ces internes d'exercer pendant ces 6 mois dans une zone sous-dense. Il faut permettre à des médecins qui s'apprêtent à aller à la retraite de rester quelques années de plus, à charge évidemment de leur accorder des déductions de charges. Il faut développer les maisons de santé pluridisciplinaires tout en conservant la liberté du médecin, j'y tiens énormément, mais parce que je pense qu'elles sont attractives en réalité pour les jeunes médecins, ces maisons
maisons pluridisciplinaires, et elles permettent bien entendu de continuer à mailler le territoire, ce qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Et puis de manière plus générale, il faut redynamiser l'intégralité des territoires, car on voit bien qu'il y a là aussi un cercle vicieux, moins de services publics, moins de commerces de proximité, moins d'installations de familles, donc moins d'écoles, donc moins de médecins. C'est tout l'ensemble, si vous voulez, de ce cycle qu'il faut revoir à l'envers pour à nouveau avoir des territoires qui vivent, avoir des centres-villes qui vivent et avoir des médecins qui ont envie, grâce à la qualité de vie, encore une fois, dans notamment les campagnes, parce que ce sont elles qui sont souvent sous-denses, de s'installer, de rester et de faire carrière. Nous avons aujourd'hui un tiers de nos départements qui n'ont plus de continuité des soins. Et en effet, dans lesquels il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un vrai désert médical. Quelle en est la conséquence? Un mauvais accès aux soins, des urgences qui arrivent trop tardivement, et un recours excessif aux urgences, parce que quand il y a un désert médical, on ne peut plus aller vers le professionnel de santé du quotidien. On va directement aux urgences, ce qui est en plus, in fine, plus coûteux pour la collectivité. Pour répondre à ce problème, nous avons besoin d'avoir des professionnels de santé partout sur le territoire, de manière plus équilibrée, plus harmonieuse, et en particulier des généralistes, mais aussi de nombreux spécialistes, pour que la santé soit là présente à une distance et une durée raisonnable. La première réponse, ce sont les maisons de santé. C'est pourquoi je prends l'engagement dans le quinquennat qui vient de doubler le nombre de maisons de santé, de les passer à 2000. C'est faisable, c'est comme ça qu'on attirera des professionnels, jeunes ou moins jeunes, pour travailler dans un cadre justement plus ouvert, avec plus de partage d'expériences, de coûts, de contraintes avec d'autres professionnels de santé, où on organise mieux les gardes, ce qui est important compte tenu aujourd'hui des choix qui sont ceux de la nouvelle génération, qui ne veut plus forcément avoir la vie jadis connue du médecin de campagne. Et donc, pour moi, le cœur de cette réponse, ce sont ces maisons de santé, le développement de celles-ci, accompagné d'une politique volontariste de l'État et des collectivités territoriales pour attirer par des bourses, par des aides aussi au travail des conjoints, qu'il ne faut pas négliger des médecins, pour venir s'installer dans les zones aujourd'hui qui sont les plus délaissées par les professionnels. Sur les déserts médicaux, il faut trouver des solutions d'incitation. Je ne crois pas à l'obligation, mais il faut que les incitations soient de vraies incitations. Je propose une mesure assez radicale, qui est la suppression de toute charge sociale pour les médecins qui accepteraient de s'installer dans une zone sous-densifiée pour 5 ans, avec un contrat de 5 ans. Et je pense que les jeunes médecins pourraient trouver là un complément de revenu non négligeable et ainsi avoir un contrat qui ne serait pas lié à une prime, parce que les primes unitaires, quelle que soit leur importance, n'ont aucun sens. Ce qui est important, c'est la continuité de l'effort de l'État, de la caisse d'assurance maladie, sur 5 ans. Je crois aussi qu'il faut absolument réorganiser le système des maisons de santé, permettre aussi des consultations de médecins par temps partiel, une journée ou 2 dans certaines villes ou de certaines zones rurales. Certains départements ont tenté les camions mobiles de santé, avec notamment pour les radiologues, des instruments extraordinaires qui peuvent circuler sur les routes de France et ainsi pourraient rapprocher la médecine du citoyen. J'ajoute qu'avec toutes les innovations technologiques, on va avoir toute une palette de diagnostics qui pourront être faits beaucoup plus proches du domicile. Cela veut dire une nouvelle politique d'aménagement du territoire. C'est aussi l'un des aspects de mon projet présidentiel, mettre fin à cette dilution de la décentralisation et rétablir une vraie politique d'aménagement du territoire dans notre pays. C'est vraiment une question fondamentale pour l'avenir du pays, pour la cohésion de notre pacte républicain. La première des conditions, c'est évidemment d'avoir un numerus clausus régionalisé et adapté aux besoins des territoires. La deuxième condition, c'est d'aider et d'inciter les médecins à venir dans les territoires les plus défavorisés. Donc je veux mettre en place des aides spécifiques, plus fortes que celles d'aujourd'hui, des dégrèvements d'URSSAF, des honoraires plus importants, revalorisés. La troisième condition, c'est la possibilité pour les médecins de travailler ensemble.
dans des maisons médicales, dans des structures de petite urgence, mais dans des structures dont ils sont les maîtres et dans des structures qu'ils conçoivent eux-mêmes et qui ne sont pas définies par des normes, comme c'est le cas aujourd'hui, du fait des agences régionales de santé, qui, en voulant normaliser les maisons médicales, les maisons de santé, en ont fait des structures lourdes, trop coûteuses pour les médecins et parfois trop contraignantes. De la liberté. Là où 3 médecins veulent s'associer, dans un appartement, ils s'associent. Là où on veut faire une grande structure avec des professions de santé différentes, ils peuvent le faire. C'est leur responsabilité. Moi, j'ai évoqué la mission nationale d'accès aux soins. Elle recensera les déserts médicaux là où ils sont, hein, en milieu rural, mais aussi à quelques kilomètres d'ici, en banlieue parisienne. Ils sont nombreux. Je reviens de la Martinique, là aussi, ils sont nombreux. Donc, recenser là où ils sont. À partir de là, faciliter l'installation des médecins me paraît une évidence. Je le dis, je ne crois plus qu'il faille obliger les médecins à s'installer. Donc il faut les inciter à. Jusqu'ici, ça n'a pas été couronné d'un succès immense. Donc, il faudra renforcer les dispositifs incitatifs à partir du bon recensement des besoins. Symétriquement, je pense que ceux des médecins qui veulent s'installer en zone surdotée, je le dis, ça ne fera pas plaisir, mais je pense que là, il faut désinciter en quelque sorte les médecins à le faire. C'est pour ça que je proposerais qu'ils ne puissent pas être conventionnés quand ils s'installent dans des zones surdotées, parce que je veux que symétriquement, il puisse y avoir à la fois des incitations à aller en zone sous-dotée et aucune à aller en zone surdotée. Pour conclure, quel engagement souhaitez-vous prendre devant la profession médicale ? Je souhaite prendre un engagement de responsabilité partagée, de confiance restaurée. Je crois que la santé est une des préoccupations principales de nos concitoyens. Elle est essentielle. Nous devons répondre aux défis que j'évoquais tout à l'heure. Ces défis sociétaux profonds, ce défi économique. Et donc moi, je veux faire de la santé un axe privilégié. Je veux en même temps que nous ayons une organisation de soins beaucoup plus efficace, plus volontariste, qui permette de mieux rémunérer les professionnels, de répondre à nos besoins de santé, au vieillissement de la population, aux maladies chroniques, qui permettent de mieux couvrir les soins essentiels, qui ne le sont aujourd'hui, je pense à l'optique, au dentaire ou à l'auditif, et mieux prévenir. Je veux en même temps que nous continuions à développer l'excellence de la santé en France, l'excellence de notre médecine hospitalière et libérale, l'excellence de la recherche clinique et de notre politique d'innovation. Pour cela, il faut des objectifs partagés. On ne réussit jamais une bonne transformation du système de santé contre les professionnels de santé. Et donc la responsabilité que je veux partager avec l'ensemble des médecins et de toutes les professions de santé, c'est de se donner une stratégie sur 5 ans. Aller vers davantage de prévention, une meilleure organisation des soins, une meilleure couverture. Mais le faire avec des contraintes claires, réparties de manière équitable. Et ensuite, c'est justement de restaurer la confiance entre les pouvoirs publics et les professionnels de santé, c'est-à-dire instaurer un dialogue permanent pour trouver les solutions pragmatiques sur le terrain. Le premier engagement, c'est de revoir le fonctionnement du ministère de la Santé. C'est d'avoir un ministre de la Santé qui sait de quoi il parle. L'idéal, ce serait de prendre un médecin de campagne, un bon, et il y en a. En tout cas, quelqu'un qui sait de quoi il parle, pas un technocrate ou une technocrate qui ne fait qu'appliquer du délire qui a échoué depuis tant d'années. J'insiste là-dessus parce que si vous ne soignez pas le haut de la pyramide, vous n'arriverez pas à écouter la base. Le deuxième engagement que je prends, c'est d'écouter la base et de comprendre que c'est avec les médecins, les professionnels de santé du territoire, des territoires, et les médecins hospitaliers et les personnels des hôpitaux qu'on arrivera à régler le problème. Le troisième point fondamental, c'est que je m'engage à ce que l'ONDAM, pour ceux qui connaissent, augmente davantage, entre 2,5% et 3% par an. Prendre 1,75 dans un pays qui vieillit est un suicide total. Il ne s'agit pas de dépenser trop, mais il s'agit de mettre fin à la politique de pénurie de rationnement. Et tout le programme économique de mon projet présidentiel vise justement à relancer l'économie française, à relocaliser 2 millions d'emplois pour pouvoir porter le système de santé. Tous les candidats, la plupart, prennent à l'envers le problème. Ils vous disent on va rationner encore. Personne ne sait comment. Et on voit déjà les résultats du rationnement actuel. Mais ils ne se posent pas la question de savoir comment on crée de la richesse dans notre pays pour porter les dépenses. Voilà pourquoi
je suis absolument convaincu qu'il faut changer la manière de fonctionner. Partir du terrain, rémunérer correctement le médecin, reconstituer la médecine de proximité, la réorganiser, et à ce moment-là, l'hôpital pourra se recentrer sur ses missions premières, soigner les plus grosses pathologies. Voilà l'enjeu, c'est un enjeu magnifique et les Français attendent un autre système de santé. C'est vraiment important en termes d'égalité. C'est simple, mon engagement, je veux qu'on passe de l'autoritarisme à la confiance. Je veux qu'on passe de la contrainte au contrat. J'ai été frappé pendant toute la préparation de mon projet présidentiel par le nombre de professions médicales que j'ai rencontrées qui m'ont juste dit « on veut qu'on nous laisse faire notre travail, on veut qu'on nous redonne un peu de liberté. On n'en peut plus d'être contraint par des normes et par des règlements qui, au fond, donnent le sentiment que sont des gens qui ne sont pas des médecins, sont des fonctionnaires, sont des bureaucrates qui choisissent à notre place la manière dont on doit faire notre métier. Chacun doit rester à sa place. Les médecins sont formés pour soigner les malades. Il faut leur faire confiance. Je proposerais quelque chose de nouveau, en tout cas dans l'ampleur que je veux lui donner, puisque les maladies chroniques ont pris une importance forte. La question de l'activité physique est désormais tout à fait importante pour prévenir un certain nombre de ces maladies chroniques ou des récidives de cancer, par exemple. Et je proposerait que cette activité physique, quand elle est prescrite par les médecins, puisse être remboursée par la sécurité sociale. Cela peut être le cas déjà par des mutuelles, des complémentaires. Ça n'est pas le cas par la sécurité sociale. Je souhaite que ce soit le cas. C'est une évolution importante. Je mettrai en œuvre d'ailleurs un grand plan sport-santé dans les entreprises, à l'école, dans les administrations, dans les maisons de retraite, au cœur même des hôpitaux, de façon à ce que ce sport-santé ne concerne pas que ceux qui aiment pratiquer le sport, mais toutes celles et ceux dont on voit bien que par un peu de mobilité, par quelques gestes simples, pourrait éviter des maladies qui sont des maladies qui coûtent cher aujourd'hui à la sécurité sociale. Un certain nombre d'engagements clairs. D'abord, améliorer les conditions d'exercice de la profession, parce que je pense que tant les médecins que les patients y gagneront. Si les médecins ne sont pas bien dans leur exercice, alors ce sont les patients qui en subiront évidemment les conséquences. Alors je pense que la santé est une des aspirations essentielles du peuple français. La maladie touche tout le monde. Ici, il ne s'agit pas d'appartenir aux classes populaires, aux classes modestes, aux classes moyenne, quels que soient les âges, et il faut que l'État, c'est une grande responsabilité, puisse y répondre dans les meilleures conditions. Encore une fois, revoir les tarifications pour que les médecins soient rétribués à la hauteur, encore une fois, de ce qu'ils apportent dans notre qualité de vie, travailler sur leur sécurité, parce que je crois que ces problématiques de sécurité, personne n'ose trop en parler, mais pourtant elles sont de plus en plus importantes. Lutter également contre les revendications communautaristes auxquelles ils sont eux aussi confrontés de manière régulière. Et le nombre de plaintes ne cesse d'augmenter dans l'indifférence générale des pouvoirs publics. Voilà un petit peu les différents axes qui m'apparaissent devoir être immédiatement traités, avec encore une fois cet engagement vers l'innovation dont les médecins savent pertinemment qu'elles peuvent très évidemment et très certainement améliorer leurs conditions de travail.